Lorsqu'une tempête de sable laisse un maquilleur d'effets spéciaux de cinéma seul et perdu dans le désert impitoyable de Sonora, ses outils de travail deviennent ses instruments de survie. Avec son silicone et son latex, habituellement utilisés pour créer des monstres, il va se transformer lui-même en une créature capable de résister à la fureur du soleil et à la soif. C'est une histoire de métamorphose, où l'art de créer des monstres devient le seul moyen de survivre à un environnement monstrueux. Si vous aimez les récits de survie où l'ingéniosité prend des formes inattendues, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde d'Alex Corbin était un monde de textures et de tromperies. Dans son atelier de Los Angeles, un entrepôt chaotique qui sentait le latex, le silicone et l'alcool isopropylique, il était un sculpteur de cauchemar, un architecte de l'anatomie fantastique. À 40 ans, il était l'un des maquilleurs d'effets spéciaux les plus respectés d'Hollywood, un artiste dont les créatures extraterrestres, les démons et les monstres de science-fiction étaient célébrés pour leur réalisme terrifiant. Son art n'était pas superficiel. Il ne se contentait pas de créer des masques en caoutchouc. Il créait des personnages. Il passait des mois à étudier l'anatomie, la zoologie, la biologie marine, cherchant l'inspiration pour la texture d'une peau, la structure d'une mâchoire, le mouvement d'un muscle. Il pensait en termes de fonction. Si une créature venait d'une planète à forte gravité, sa structure osseuse serait dense, sa peau épaisse. Si elle vivait dans l'eau, sa peau serait lisse, translucide. Chaque monstre était une thèse de biologie spéculative. Son travail était une science autant qu'un article. Il était un maître des matériaux. Il connaissait les propriétés de chaque type de silicone, du silicone platine translucide pour créer des peaux réalistes au silicone époxy pour les sculptures de base. Il maîtrisait l'alchimie du latex mousse, des adhésifs médicaux, des peintures à base d'alcool. Son atelier était un laboratoire où il transformait des liquides inertes en des illusions de vie d'un réalisme stupéfiant. Cette quête de réalisme l'avait mené ici, au cœur du désert de Sonora, à la frontière entre l'Arizona et le Mexique. Il était en repérage pour son prochain grand projet, un film de science-fiction se déroulant sur une planète désertique. Il était venu seul, avec son Land Rover et son matériel de photographie, pour s'imprégner du paysage, pour étudier la manière dont la nature elle-même créait des monstres adaptés à un environnement extrême. Il voulait voir la texture de la peau d'un serpent à sonnette, la structure d'un cactus saguaro, les couleurs d'un coucher de soleil sur les roches arides. Le premier jour de son expédition fut une source d'inspiration inépuisable. Il était fasciné par la beauté brutale et impitoyable du désert. Le silence était absolu, seulement troublé par le sifflement du vent. La chaleur était une présence physique, une force qui déformait l'air et créait des mirages tremblotants à l'horizon. Il prit des centaines de photos, des close-ups de la peau craquelée d'un lézard, des plans larges de formations rocheuses qui ressemblaient à des citadelles extraterrestres. Il se sentait humble et inspiré face à cette nature qui était la plus grande des artistes d'effets spéciaux. En fin d'après-midi, alors qu'il conduisait sur une piste de terre isolée, il remarqua un changement dans le ciel. L'horizon, à l'ouest, avait pris une teinte jaunâtre et menaçante. Un mur de poussière semblait se lever de la terre. Il n'y prêta pas attention au début, pensant que c'était un phénomène lointain. Mais le mur de poussière grandit à une vitesse terrifiante, se transformant en une tempête de sable colossale, un monstre de vent et de terre qui fonçait droit sur lui. Il n'avait jamais rien vu de tel. Le ciel bleu disparut, remplacé par un plafond de sable tourbillonnant. Le jour se transforma en une nuit ocre et suffocante. Le vent se mit à hurler, secouant son véhicule comme un jouet. Il s'arrêta, coupa le moteur, espérant que la tempête passerait. Mais la fureur du vent ne fit qu'augmenter. Il sentit le sable s'infiltrer par la moindre fissure, recouvrant tout à l'intérieur de la voiture d'une fine pellicule abrasive. Le bruit était assourdissant, un rugissement continu qui semblait vouloir déchirer le monde. Il ne pouvait rien voir, rien entendre d'autre que la tempête. Il était piégé dans le ventre de la bête. La tempête de sable fut une expérience de désintégration sensorielle. Le monde extérieur n'existait plus, remplacé par un chaos tourbillonnant de sable et de vent. Le Land Rover, qui avait semblé si robuste, était une coquille de noix dans un océan de fureur. Alex sentait le véhicule vibrer, puis être poussé, glissant sur le sol du désert. Il serra le volant, son cœur battant à tout rompre, mais il était complètement impuissant. La visibilité était nulle. Il ne pouvait que subir. Puis, il y eut un choc brutal. La voiture heurta quelque chose, un rocher ou une dune, et bascula sur le côté avec un bruit de métal froissé et de verre brisé. Alex fut projeté contre la portière, sa tête heurtant violemment le montant. Il sentit une douleur fulgurante, vit des étoiles, et sombra dans une semi-conscience. Quand il revint à lui, la tempête hurlait toujours, mais le mouvement avait cessé. La voiture était sur le flanc, à moitié ensevelie sous une dune de sable qui s'était formée autour d'elle. Le sable s'infiltrait maintenant à flot par la fenêtre brisée du côté passager.
Il savait qu'il devait sortir, ou il serait enterré vivant. Avec une force désespérée, il réussit à pousser la portière du conducteur, qui était maintenant orientée vers le ciel, et à se hisser à l'extérieur. Le vent le frappa avec la force d'un coup de poing, le projetant au sol. Il était aveuglé par le sable, qui s'infiltrait dans ses yeux, son nez, sa bouche, lui donnant l'impression de se noyer. Il rampa, s'éloignant de la voiture qui était en train de disparaître sous le sable, sans autre but que de respirer. Il lutta pendant ce qui lui parut une éternité. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la tempête se calma. Le vent tomba, et le silence revint, un silence encore plus profond et plus menaçant qu'auparavant. Alex se releva, crachant du sable, ses yeux en feu. Le paysage avait été complètement transformé. Il n'y avait plus de pistes, plus de rochers, plus de repères. Seulement des dunes de sable, d'un ocre pâle, s'étendant à perte de vue sous un ciel maintenant clair et d'un bleu impitoyable. Son Land Rover avait presque entièrement disparu, seule une petite partie de son toit émergeant du sable. Il était seul. Perdu. Son téléphone était mort, son GPS inutile. Il n'avait que les vêtements qu'il portait et ce qu'il avait pu attraper en sortant de la voiture. Il regarda ce qu'il tenait dans sa main. Ce n'était pas sa gourde, ni son kit de survie. C'était sa grande mallette d'effets spéciaux, une caisse en aluminium renforcée qu'il emportait toujours avec lui, contenant ses outils les plus précieux et ses composés chimiques. Dans sa panique, son instinct l'avait poussé à sauver son article. Un choix qui, à cet instant, lui parut absurde et tragique. À quoi pouvait bien lui servir du silicone et du latex au milieu du désert de Sonora? Il passa le reste de la journée à essayer de déblayer sa voiture, espérant récupérer de l'eau, de la nourriture. Mais le sable était lourd, et il était seul, sans pelle. Il abandonna, épuisé. La nuit tomba, et avec elle, un froid glacial. Il s'abrita près de l'épave, mais le vent soufflait sans pitié. Il ne dormit pas. Il grelottait, terrifié par les bruits du désert, par sa propre solitude. Le lendemain matin, le soleil se leva, et la véritable épreuve commença. La chaleur. Une chaleur sèche, brutale, implacable, qui semblait aspirer la vie de chaque pore de sa peau. Il comprit que son plus grand ennemi ne serait pas la faim, mais le soleil et la déshydratation. Et il n'avait presque pas d'eau. Son art, son obsession pour la création de monstres, lui semblait maintenant une vanité dérisoire face à la monstruosité réelle de son environnement. Le deuxième jour de son calvaire fut celui de l'inventaire. Poussé par la soif et le soleil qui commençaient à lui brûler la peau, Alex comprit qu'il ne pouvait plus se permettre de subir. Il devait agir, évaluer, planifier. Il ouvrit sa grande mallette en aluminium, son arche de Noé d'effets spéciaux. Pour n'importe qui d'autre, le contenu aurait semblé être un assortiment bizarre et inutile de produits chimiques et d'outils étranges. Mais pour Alex, chaque pot, chaque bouteille, chaque outil était un vieil ami dont il connaissait les propriétés par cœur. Il sortit tout et l'étala sur une bâche qu'il avait dans la mallette. Il y avait des pots de silicone platine de différentes duretés, du short à 10, souple comme de la peau, au short à 40, plus rigide. Il y avait des bouteilles de latex liquide, des pigments de toutes les couleurs, des adhésifs médicaux, des solvants. Il y avait ses outils de sculpture, des ébauchoirs en acier, des mirettes, des spatules. Et il y avait les charges, des poudres qu'il mélangeait à ses silicones pour en modifier les propriétés, des agents thixotropiques pour épaissir, des charges mortes pour donner du volume, du flocage pour simuler le duvet sous-cutané. Au début, il regarda tout cela avec un désespoir ironique. Il pouvait créer un extraterrestre d'un réalisme parfait, mais il ne pouvait pas créer une seule goutte d'eau. Il pouvait sculpter une blessure sanglante, mais il ne pouvait pas guérir les coups de soleil qui commençaient à apparaître sur son cou et ses bras. Son art était un art de l'illusion, du faux semblant. Et ici, dans ce désert, la seule chose qui comptait était la réalité brutale. Il se sentit comme un roi déchu, son trésor transformé en pacotille. Il était sur le point de tout laisser là et de commencer à marcher, sans but, vers l'horizon, lorsqu'une pensée, une étincelle de sa logique d'artisan, traversa son esprit. Il avait toujours pensé ses créations en termes de fonction. La peau d'un monstre n'était pas seulement une question d'apparence, elle devait être durable, flexible, résister à la sueur de l'acteur, à la chaleur des projecteurs. Il avait passé des années à perfectionner des formules pour que ses créations soient de véritables secondes peaux fonctionnelles. Et s'il appliquait cette même logique, non pas à un monstre, mais à lui-même, il se concentra sur les propriétés de ces matériaux, non plus d'un point de vue artistique, mais d'un point de vue de la survie. Le silicone. Le silicone de grade médical qu'il utilisait était un matériau extraordinaire. Il était chimiquement inerte, hypoallergénique. Il était respirant, laissant passer la vapeur d'eau, mais il était aussi hydrophobe, imperméable à l'eau liquide. Et surtout,
Il était un excellent isolant et un filtre UV très efficace. Une fine couche de silicone sur la peau d'un acteur le protégeait de la chaleur des projecteurs. Le latex. Le latex était moins durable, mais il était incroyablement élastique et formait une membrane étanche en séchant. Les adhésifs. Il avait des adhésifs médicaux conçus pour coller des prothèses sur la peau pendant des heures, résistantes à l'eau et à la sueur. Soudain, son trésor de pacotille se transforma en un laboratoire de survie. Il n'avait pas de crème solaire, mais il avait du silicone. Il n'avait pas de ruban adhésif étanche, mais il avait du latex. Il n'avait pas de vêtements de protection, mais il avait les moyens d'en créer un. Il n'allait pas sculpter un monstre. Il allait se transformer lui-même en une créature adaptée à cet environnement monstrueux. Il avait trouvé un but. Il n'était plus une victime. Il était un créateur. Et son premier projet serait le plus important de sa vie, sa propre survie. La première et la plus grande menace était le soleil. Alex sentait sa peau brûler, se tendre. Il savait que des coups de soleil graves pourraient non seulement être incroyablement douloureux, mais aussi accélérer sa déshydratation et le rendre vulnérable aux infections. Il devait se créer une protection. Il décida de se fabriquer une seconde peau en silicone. Il choisit son silicone le plus souple, un silicone translucide de dureté Shore A10, celui qu'il utilisait pour les prothèses faciales les plus délicates. Il avait besoin de le rendre applicable sur sa peau. Normalement, il l'aurait mélangé avec un solvant pour le fluidifier, mais les solvants qu'il avait étaient toxiques et s'évaporaient trop vite, ne lui laissant pas le temps de l'appliquer. Il eut une autre idée. Il avait dans sa mallette un petit pot d'huile de silicone, utilisé comme agent de démoulage. C'était une huile inerte, non toxique. Il mélangea une petite quantité de cette huile à son silicone. Le résultat fut une pâte plus fluide, plus facile à étaler. Il ajouta ensuite quelques gouttes de pigment couleur chair, non pas par esthétique, mais pour augmenter l'opacité et donc la protection contre les UV. Il fit un test sur une petite partie de son bras. Il mélangea la base de silicone avec son catalyseur au platine. Il savait qu'il n'avait que quelques minutes avant que le mélange ne commence à durcir. Il appliqua la pâte sur sa peau avec une petite spatule. La sensation était fraîche et étrange. Il l'étala en une couche très fine et régulière, une technique qu'il avait maîtrisée au fil des ans. Le silicone durcit en moins de 10 minutes, formant une membrane souple, élastique, qui adhérait parfaitement à sa peau. Il la testa. Il pouvait bouger son bras librement. La seconde peau était comme une peau de serpent, fine et translucide. Mais il sentit immédiatement la différence. La zone couverte était protégée de la morsure du soleil, et il sentait qu'elle restait plus fraîche, la couche de silicone agissant comme un isolant. Et surtout, il remarqua que la transpiration sous la couche de silicone ne s'évaporait pas immédiatement, créant un microclimat humide qui ralentirait sa perte en eau. Le test était un succès. Il se lança dans l'application complète. Il se déshabilla et méthodiquement, il recouvrit toute sa peau exposée, son visage, son cou, ses bras, ses jambes de cette fine couche de silicone. C'était un processus étrange, presque rituel. Il se traitait lui-même comme une de ses sculptures, avec le même soin, la même précision. Lorsqu'il eut terminé, il était une nouvelle créature. Sa peau avait un éclat satiné, légèrement artificiel. Il se sentait à la fois protégé et profondément étranger à lui-même. Il avait commencé sa métamorphose. Il était devenu le premier monstre du désert de Sonora qu'il créait. Il avait résolu le problème de la protection solaire. Mais il avait un autre problème tout aussi urgent. Sa gourde, qui s'était fissurée lors de l'accident, laissait échapper de précieuses gouttes d'eau. Il devait sceller la fuite. La gourde était une vieille gourde militaire en plastique dur, un objet qu'il avait depuis des années. Lors du crash, elle avait heurté quelque chose et une fine fissure, presque invisible, parcourait son flanc. Elle ne fuyait pas beaucoup, mais chaque goutte qui tombait sur le sable assoiffé était une torture, une seconde de vie qui s'échappait. Il savait que le silicone, bien qu'excellent pour la peau, n'adhérait pas bien au type de plastique de la gourde. Il avait besoin de quelque chose d'autre. Il se tourna vers le latex. Le latex liquide, en séchant, formait une membrane de caoutchouc très élastique et parfaitement étanche. C'était le matériau idéal pour créer un joint flexible. Il commença par préparer la surface. Il nettoya la zone autour de la fissure avec un peu d'alcool de sa trousse de premier secours, puis la ponça légèrement avec du sable pour créer une surface d'adhérence. Puis, il commença à appliquer le latex, couche par couche, avec un petit pinceau. C'était comme de vernir un meuble. Il appliquait une fine couche, la laissait sécher au soleil pendant quelques minutes, puis en appliquait une autre. Entre chaque couche, il appliquait une armature. Il déchira de fines bandes de sa chemise en coton et les pressa dans le latex humide. C'était le même principe que la fibre de verre et la résine.
Le tissu donnait une résistance structurelle au caoutchouc, l'empêchant de se déchirer. Il appliqua près de 10 couches, créant un pansement épais et robuste sur la fissure de la gourde. Il laissa le tout sécher complètement pendant 1 heure. Puis, il fit le test. Il remplit la gourde d'eau. Pas une seule goutte ne s'échappa. Le seau était parfait. Il avait sauvé son eau. Maintenant, ses pieds. Ses bottes de marche, bien que solides, n'étaient pas conçues pour le désert. Le sable fin s'infiltrait par le haut, remplissant ses chaussures, créant des frottements douloureux et des ampoules. Il devait les sceller. Il utilisa la même technique que pour la gourde. Il utilisa de plus grandes bandes de tissu de sa chemise et du latex pour créer une sorte de guêtre, une manchette qui reliait le haut de ses bottes à ses chevilles. Il peignit le tissu avec plusieurs couches de latex, créant une membrane continue et élastique qui empêchait le moindre grain de sable de pénétrer. Ses bottes étaient maintenant parfaitement adaptées au désert. Il regarda son travail. Sa peau était protégée par du silicone. Sa gourde était réparée avec du latex et du tissu. Ses chaussures étaient scellées. Il était en train de se reconstruire, de se rééquiper, en utilisant les outils de l'illusion pour maîtriser la réalité. Il était prêt à affronter le désert, non plus comme un homme ordinaire, mais comme une créature de sa propre fabrication, une créature conçue pour survivre. Le 3e jour, Alex se sentit prêt à quitter l'épave de son véhicule. Il avait de l'eau, une protection contre le soleil, et des chaussures adaptées. Il devait commencer à marcher. Mais dans quelle direction? Le paysage de dunes était un océan sans repère. Il grimpa sur le toit à moitié enseveli de son Land Rover pour avoir une meilleure vue. Le soleil était son seul guide. Il savait que s'il marchait vers l'est, il finirait par atteindre une route. Mais la distance était inconnue. Il pouvait s'agir de 50 ou de 500 kilomètres. Il devait trouver de l'eau et un abri en chemin. Son regard balaya le désert. Et il commença à l'observer non plus avec les yeux d'un homme perdu, mais avec ceux d'un créateur de monstres. Il cherchait des indices, des stratégies de survie. Il observa les animaux. Il vit un serpent à sonnette se glisser sur le sable, sa peau un camouflage parfait de couleurs et de motifs. Il vit un lézard qui changeait de couleur pour s'adapter à la roche sur laquelle il se posait. Il comprit que dans le désert, la survie était un art de la mimicrie, l'art de se fondre dans le décor, de devenir invisible. Il pensa à ses propres affaires. Son sac à dos était d'un noir mat, un aimant à chaleur. Sa gourde, d'un vert militaire, se détachait sur le sable ocre. Il était une cible pour le soleil, et peut-être pour d'autres prédateurs. Il décida d'appliquer les leçons du désert. Il utilisa les pigments de sa mallette. Il prit des pigments de couleur ocre, sable et terre de sienne, et les mélangea avec un peu d'adhésif acrylique. Il peignit son sac à dos et sa gourde avec des motifs irréguliers, brisant leur forme, les faisant se fondre dans les couleurs du désert. C'était une technique de camouflage militaire de base, mais aussi une technique qu'il utilisait pour peindre ses créatures, pour les faire paraître plus naturelles. Il commença sa marche vers l'est. Il se déplaçait lentement, économisant son énergie, marchant aux heures les moins chaudes, à l'aube et au crépuscule. Pendant la journée, il cherchait un abri. Il apprit à repérer les signes d'ombre, le côté nord des dunes, les surplombs rocheux. Il utilisa ses outils de sculpture, non pas pour modeler de l'argile, mais pour creuser. Il creusait des trous peu profonds dans le sable, à l'ombre d'un rocher, pour s'enterrer et échapper à la chaleur la plus intense, comme le font les lézards du désert. Il était en train de devenir un animal, copiant les stratégies de survie des créatures qu'il observait. Il apprit à lire les signes d'eau. Il cherchait les traces d'animaux qui convergeaient vers un même point. Il cherchait la présence de végétation, même la plus rare. Un jour, il suivit le vol d'un oiseau et le trouva près d'une petite fissure dans un rocher, d'où suintait une infime quantité d'eau. C'était à peine quelques gouttes par minute, mais c'était une source. Il utilisa une de ses créations, un entonnoir de feuilles pliées et enduites de latex, pour collecter l'eau. Chaque petite découverte était une victoire immense, une validation de son approche. Il n'était plus en train de lutter contre le désert. Il était en train d'apprendre à y vivre, à en parler le langage. Les jours se transformèrent en une semaine. Alex était méconnaissable. Son corps était plus mince, plus dur. Sa barbe avait poussé. Et sa peau, recouverte de sa fine couche de silicone, lui donnait un aspect étrange, lisse et artificiel. Il était une créature hybride, mi-homme, mi-monstre de sa propre fabrication. Il avait cessé de penser à son ancienne vie. Hollywood, les studios, les tapis rouges, tout cela semblait appartenir à un autre monde, à une autre personne. Sa réalité était maintenant réduite à l'essentiel. Le soleil, le sable, la soif, et la quête constante de la prochaine source d'eau, du prochain abri. Il avait développé une routine, un rythme de survie.
Il marchait la nuit, se guidant sur les étoiles, et dormait le jour, dans des abris qu'il creusait. Il était devenu une créature nocturne. Son corps s'était adapté. Sa peur avait disparu, remplacée par une vigilance constante, une conscience aiguë de son environnement. Il se sentait plus vivant, plus présent qu'il ne l'avait jamais été dans sa vie de luxe et de faux-semblants. Il était en train de devenir une partie du désert. Un jour, alors qu'il se reposait à l'ombre d'un canyon étroit, il sentit qu'il n'était pas seul. Il entendit un léger bruit de cailloux qui roulent. Il se figea. Une silhouette apparut au bout du canyon. C'était un puma. Le grand félin le regarda, ses yeux jaunes brillants d'une intelligence prédatrice. La peur, glaciale et primale, revint. Il n'avait aucune arme. Il était une proie facile. Le puma s'approcha lentement, curieux. Alex resta immobile, son cœur battant à tout rompre. Il pensa à ces créatures. Comment concevrait-il une créature pour effrayer un prédateur? Il devait paraître plus grand, plus menaçant. Lentement, il se leva, ouvrant sa veste pour augmenter sa taille, et laissa échapper un son. Un son qu'il avait créé pour un monstre dans un film. Un grognement grave, guttural, non humain. Le puma s'arrêta, surpris. Il pencha la tête, perplexe. Il n'avait jamais entendu un tel son. Il était face à une créature qu'il ne reconnaissait pas, une créature qui ne sentait pas l'homme, sa peau de silicone masquant son odeur, et qui produisait un son menaçant. Après un long moment de face à face, le puma, prudent, fit demi-tour et disparut. Alex s'effondra, tremblant. Il avait utilisé l'art de l'illusion pour tromper l'un des plus grands prédateurs du désert. Il était vraiment devenu la créature qu'il avait conçue pour survivre. Après ce qui lui sembla être une éternité, peut-être 2 semaines, peut-être 3, il avait perdu le compte, il le vit. À l'horizon, une ligne sombre et droite, qui ne bougeait pas, qui ne tremblotait pas. Ce n'était pas un mirage. C'était une route. L'espoir, une émotion qu'il avait presque oubliée, le submergea, lui donnant une nouvelle force. Il lui fallut une journée entière pour atteindre la route, une petite route asphaltée et déserte qui serpentait à travers le désert. Il s'assit sur le bord de la route et attendit. Il attendit des heures. Le soleil commençait à se coucher lorsqu'il entendit un bruit. Le bruit d'un moteur. Une vieille camionnette apparut au loin, soulevant un nuage de poussière. Elle se rapprochait. Il se leva et se mit au milieu de la route, agitant les bras. La camionnette ralentit et s'arrêta. Le conducteur, un vieux fermier au visage buriné, le regarda à travers son pare-brise avec des yeux ronds d'incrédulité et de peur. Il ne voyait pas un homme. Il voyait une créature étrange, couverte d'une peau brillante et artificielle, ses vêtements en lambeaux, son visage couvert d'une barbe sauvage. Il ressemblait à un survivant d'une catastrophe nucléaire ou à un extraterrestre. De l'eau, croassa Alex, sa voix rauque. Le fermier, après un moment d'hésitation, lui tendit une bouteille d'eau à travers la fenêtre, avant de redémarrer et de s'éloigner rapidement. Mais il avait été vu. Il était sauvé. Les secours arrivèrent 1 heure plus tard. Leur réaction fut la même que celle du fermier, la stupéfaction. Ils écoutèrent son histoire, regardant sa seconde peau en silicone, sa gourde réparée, ses chaussures scellées. Ils ne comprenaient pas. Ils voyaient les résultats, mais la méthode leur semblait relever de la sorcellerie. De retour à la civilisation, Alex devint une célébrité. L'homme lézard du Sonora, le survivant monstrueux. Il refusa les interviews, les offres de livres. Il ne voulait qu'une chose, retourner dans son atelier. Lorsqu'il y entra à nouveau, l'odeur du latex et du silicone ne lui sembla plus être celle de l'illusion, mais celle de la vie. Il regarda les sculptures de monstres qui l'entouraient. Ils n'étaient plus des fantasmes. Ils étaient ses frères, ses compagnons de survie. Il avait appris dans le désert que l'art de créer des monstres n'est pas si différent de l'art de la nature elle-même. C'est l'art de créer une forme parfaitement adaptée à son environnement, une forme capable de survivre à la brutalité du monde. Il avait été perdu dans un désert monstrueux, et pour survivre, il était devenu un monstre lui-même. Un monstre de pure ingéniosité.